Voici le paradoxe qui va bouleverser votre vision de la justice sociale. L'homme qui défendait le plus passionnément l'égalité fondamentale de tous les êtres humains était également un fervent défenseur des hiérarchies naturelles. Comment est-ce possible? Gilbert Case Chesterton, ce géant de la pensée chrétienne, nous présente une vision de la société qui réconcilie ce que nous considérons aujourd'hui comme irréconciliable. Dans un monde où égalité rime avec uniformité et où hiérarchie évoque oppression, Chesterton nous révèle une troisième voie révolutionnaire. Si vous êtes fatigué des débats stériles entre égalitarisme forcené et élitisme arrogant, si vous sentez qu'il doit exister une forme de justice plus profonde que nos catégories modernes, alors préparez-vous à découvrir comment un authentique amour de l'égalité peut exiger, paradoxalement, le respect des hiérarchies légitimes. Cette compréhension ne vous donnera pas seulement une nouvelle grille de lecture pour les débats sociaux contemporains, elle transformera votre façon de voir vos propres relations familiales, professionnelles et sociales. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai pourquoi cette apparente contradiction est en réalité la clé d'une société authentiquement juste. Et si cette introduction vous interpelle déjà, abonnez-vous maintenant à Le Prince des Paradoxes pour ne manquer aucune de ces révélations qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir. Mes amis, commençons par comprendre ce que Chesterton entendait vraiment par égalité. Pour Chesterton, l'égalité n'était pas une construction sociale ou politique, mais une vérité métaphysique fondamentale. Chaque être humain, du roi au mendiant, du génie au simple d'esprit, possède une dignité absolue parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Cette égalité ontologique, l'égalité dans l'être même, constitue le socle inébranlable de toute sa pensée sociale. Mais attention, cette égalité fondamentale ne signifie nullement que tous les hommes sont identiques dans leurs capacités, leurs talents ou leur rôle. Bien au contraire. Chesterton observait avec son humour caractéristique que prétendre que tous les hommes sont égaux en tout serait aussi absurde que de dire que tous les instruments d'un orchestre doivent jouer la même note. L'erreur moderne, selon lui, consiste à confondre égalité de dignité avec uniformité de fonction. Nous avons développé une obsession maladive pour l'égalité quantifiable, même salaire, mêmes opportunités, mêmes résultats, en oubliant l'égalité qualitative qui compte vraiment, celle de la valeur intrinsèque de chaque personne. Cette distinction cruciale permet à Chesterton d'affirmer simultanément que le balayeur de rue et le professeur d'université ont exactement la même valeur devant Dieu, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités dans la société. L'un n'est pas supérieur à l'autre en dignité, mais ils occupent des positions différentes dans l'ordre social. Chesterton illustrait cela par l'analogie du corps humain, le cerveau et le cœur ne sont pas égaux dans leurs fonctions, mais ils sont également essentiels à la vie. Supprimer cette différence fonctionnelle au nom de l'égalité reviendrait à tuer l'organisme entier. De même, une société où tous prétendent occuper la même position sociale est une société morte. Cette égalité ontologique chestertonienne s'enracine dans la doctrine chrétienne de l'image de Dieu. Contrairement aux philosophies matérialistes qui fondent l'égalité sur des caractéristiques mesurables, intelligence, force, utilité sociale, Chesterton la fonde sur une réalité transcendante qui échappe à toute quantification. C'est pourquoi son égalitarisme était si radical qu'il dérangeait autant les conservateurs que les progressistes de son époque. Il défendait les droits des ouvriers avec une passion que les socialistes enviaient, mais il refusait catégoriquement de réduire la dignité humaine à la seule dimension économique. Pour Chesterton, dire que tous les hommes sont égaux, c'est affirmer qu'ils ont tous la même vocation ultime, la sainteté. C'est reconnaître qu'aux yeux de Dieu, le criminel le plus endurci peut se révéler plus proche du royaume que le philanthrope le plus respecté. Cette égalité-là transcende toutes nos catégories sociales. Cette vision révolutionnaire le conduisait à une conclusion étonnante, c'est précisément parce que tous les hommes sont égaux en dignité qu'ils peuvent légitimement occuper des positions différentes sans que cela constitue une injustice. L'égalité ontologique rend possible et légitime la différenciation fonctionnelle. Mais c'est ici que Chesterton fait une découverte cruciale qui révolutionne notre compréhension de la hiérarchie. Loin d'être l'ennemi de l'égalité, la hiérarchie bien comprise en est le gardien le plus fidèle. Chesterton distinguait radicalement entre les hiérarchies naturelles, qui servent la dignité humaine, et les hiérarchies artificielles, qui l'oppriment. Les hiérarchies naturelles naissent de la reconnaissance que les êtres humains, bien qu'égaux en dignité, possèdent des dons,
des talents et des vocations différents. Un père de famille n'exerce pas d'autorité sur ses enfants parce qu'il leur serait supérieur en essence, mais parce que son expérience et sa responsabilité le qualifient pour les guider. Un maître artisan ne domine pas ses apprentis par orgueil, mais pour transmettre un savoir qui les élèvera. Cette conception chestertonienne de la hiérarchie s'oppose diamétralement à l'autoritarisme moderne. Dans les hiérarchies authentiques, l'autorité existe pour servir ceux qui sont placés sous elle, non pour les exploiter. Le roi véritable est le serviteur de son peuple, le patron authentique travaille pour le bien de ses employés, le père aimant se sacrifie pour ses enfants. Chesterton observait que les sociétés qui abolissent toutes les hiérarchies au nom de l'égalité finissent paradoxalement par créer les tyrannies les plus absolues. Quand on détruit les autorités naturelles et graduées, on ouvre la voie à l'émergence d'un pouvoir central monstrueux qui écrase tout sur son passage. L'exemple qu'il chérissait était celui de la famille traditionnelle. Personne ne conteste que les parents exercent une autorité sur leurs enfants, mais cette autorité a pour fin unique l'épanouissement et l'autonomisation progressive de ses enfants. Le bon parent ne cherche pas à maintenir sa domination, mais à rendre son autorité obsolète en formant des adultes responsables. Cette logique s'étend à tous les domaines de la société. Dans une corporation médiévale, que Chesterton admirait, le maître avait autorité sur les compagnons et les apprentis, mais cette autorité était encadrée par des traditions, des devoirs mutuels et une finalité claire, la transmission du métier et l'excellence de l'œuvre commune. Les hiérarchies naturelles sont organiques, elles croissent de l'intérieur des communautés selon leurs besoins réels. Les hiérarchies artificielles sont mécaniques, elles sont imposées de l'extérieur selon des critères abstraits, richesse pure, pouvoir nu, idéologie. Chesterton soulignait aussi que les véritables hiérarchies sont réversibles dans leur essence. Le roi peut apprendre de son bouffon, le professeur de son élève, le parent de son enfant. L'autorité authentique n'exclut pas l'humilité, elle l'exige. Cette vision explique pourquoi Chesterton défendait simultanément la démocratie et la monarchie, les droits des travailleurs et l'autorité patronale, l'égalité des sexes et la différenciation des rôles. Il ne s'agissait jamais pour lui d'oppositions absolues, mais de tensions fécondes au service de la dignité humaine intégrale. La modernité a commis l'erreur fatale de confondre hiérarchie et domination. Pour Chesterton, une société sans hiérarchie naturelle est aussi monstrueuse qu'un corps sans articulation, un amas informe incapable de mouvement ordonné. Si vous commencez à percevoir la logique profonde de cette vision, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment elle transforme notre compréhension de l'autorité et de la liberté. Chesterton nous révèle maintenant pourquoi l'obsession moderne de l'égalité détruit précisément ce qu'elle prétend protéger. L'égalitarisme artificiel, cette manie moderne de vouloir égaliser tous les résultats et toutes les positions, constitue selon Chesterton une perversion dramatique de l'authentique égalité. En voulant forcer l'uniformité, il détruit la diversité qui fait la richesse de l'humanité et, paradoxalement, finit par créer de nouvelles inégalités plus vicieuses que les anciennes. Chesterton observait avec une prescience prophétique que les sociétés obsédées par l'égalité quantifiable finissent toujours par produire des élites technocratiques qui décident souverainement de ce qui doit être égalisé et comment. Ces nouveaux maîtres, armés de leurs statistiques et de leurs théories, exercent un pouvoir plus absolu que celui des anciens aristocrates, car ils prétendent agir au nom de la science et du progrès. L'égalitarisme moderne commet l'erreur fondamentale de traiter les êtres humains comme des unités interchangeables plutôt que comme des personnes uniques. Il réduit la richesse infinie de la condition humaine à quelques variables mesurables, revenus, diplômes, position sociale. Mais qu'est-ce que cela nous dit vraiment sur la valeur d'une personne ? Chesterton aimait rappeler que la femme qui élève avec amour ses enfants dans l'humilité de son foyer accomplit une œuvre infiniment plus précieuse que le bureaucrate qui gère des millions de budget dans un ministère. Pourtant, l'égalitarisme moderne considérerait la seconde situation comme supérieure parce qu'elle est plus visible socialement et mieux rémunérée. Cette logique perverse conduit à une dévalorisation systématique de tout ce qui ne se mesure pas facilement, la sagesse, la bonté, la beauté, la fidélité, le sens du sacrifice. L'égalitarisme moderne ne reconnaît que les réussites quantifiables et pousse chacun à abandonner sa vocation authentique pour courir après des chimères statistiques. Plus grave encore, en prétendant égaliser les conditions,
l'égalitarisme artificiel détruit les communautés naturelles où s'épanouissait l'égalité véritable. Les corporations, les familles étendues, les paroisses, les quartiers traditionnels offraient des cadres où le riche et le pauvre se côtoyaient quotidiennement, où l'autorité était personnelle et responsable, où chacun avait sa place reconnue. L'État égalitariste moderne a méthodiquement détruit ces corps intermédiaires pour établir un face-à-face direct entre l'individu atomisé et la bureaucratie massive. Résultat, une solitude généralisée où chacun est réduit à défendre égoïstement ses droits contre tous les autres. Chesterton soulignait l'ironie tragique de cette évolution. Au nom de l'égalité, nous avons créé une société plus stratifiée et plus rigide que jamais. Les classes sociales d'autrefois étaient poreuses, on pouvait monter ou descendre. Les catégories technocratiques modernes sont hermétiques, essayez donc de passer du statut des exclus à celui des élites sans passer par les filtres bureaucratiques appropriés. L'égalitarisme artificiel révèle finalement sa nature profondément anti-humaine, il refuse d'accepter que les êtres humains soient différents et il s'acharne à les faire rentrer dans des moules uniformes. C'est la négation même de cette diversité créatrice que Dieu a voulu et que l'égalité authentique protège. Pour Chesterton, une société véritablement égalitaire est une société où chacun peut s'épanouir selon sa vocation propre, où les différences sont célébrées comme des richesses, où l'autorité sert l'épanouissement de tous. C'est exactement l'inverse de nos utopies égalitaristes qui broient les personnes au nom de statistiques abstraites. L'intuition géniale de Chesterton était que l'autorité authentique grandit ceux qu'elle gouverne. Dans la vision chestertonienne, toute autorité légitime est une autorité de service. Celui qui commande véritablement est celui qui se met au service de ceux qu'il dirige, non pour les flatter ou les suivre aveuglément, mais pour les aider à devenir ce qu'ils sont appelés à être. Cette conception révolutionnaire transforme radicalement notre compréhension du pouvoir. L'autorité authentique ne cherche pas à se perpétuer, mais à se rendre progressivement inutile en formant ce qu'elle guide. Le bon professeur réussit quand ses élèves le dépassent, le bon patron quand ses employés deviennent autonomes, le bon parent quand ses enfants n'ont plus besoin de lui. Chesterton illustrait cette vérité par l'exemple du Christ, qui incarne parfaitement l'autorité de service. Jésus exerce une autorité absolue sur ses disciples, mais uniquement pour les transformer en apôtres capables d'enseigner à leur tour. Il ne les maintient pas dans la dépendance, il les élève jusqu'à pouvoir dire « Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis ». Cette logique du service s'oppose diamétralement à celle du pouvoir moderne, qu'il soit capitaliste ou socialiste. Le patron moderne cherche à maximiser son profit en minimisant ses responsabilités envers ses employés. Le bureaucrate moderne cherche à étendre son contrôle en multipliant les dépendances. Ni l'un ni l'autre ne vise l'épanouissement de ceux qu'il dirige. L'autorité de service implique une responsabilité totale. Celui qui commande authentiquement répond de ses actes non seulement devant ses supérieurs hiérarchiques, mais devant ceux qu'il gouverne et, ultimement, devant Dieu. Cette responsabilité n'est pas seulement juridique ou morale, elle est métaphysique, l'autorité authentique engage l'être même de celui qui l'exerce. Chesterton observait que les sociétés traditionnelles comprenaient instinctivement cette vérité. Le roi était responsable du bien-être de son peuple devant Dieu, le seigneur devait protéger ses vassaux, le père répondait de l'éducation de ses enfants. Cette responsabilité donnait sens et limite à l'autorité. La modernité a détruit cette logique en séparant pouvoir et responsabilité. Nos dirigeants exercent un pouvoir considérable mais échappent largement aux conséquences de leurs décisions. Ils peuvent ruiner des entreprises, détruire des familles, corrompre des institutions et s'en tirer avec quelques excuses publiques. L'autorité de service exige aussi la compétence réelle. On ne peut servir authentiquement que ce qu'on comprend profondément. Le père doit connaître ses enfants, le professeur sa matière, le dirigeant son domaine. L'incompétence est une forme de mépris envers ceux qu'on prétend servir. Cette exigence de compétence explique pourquoi Chesterton défendait les hiérarchies de métiers contre les hiérarchies bureaucratiques. L'artisan qui a passé des années à maîtriser son art a l'autorité légitime pour diriger ceux qui l'apprennent. Le bureaucrate qui ne connaît que ses procédures n'a aucune autorité réelle sur ceux qui l'administrent. L'autorité de service reconnaît enfin que celui qui commande n'est jamais qu'un intendant. Il gère des biens, des talents, des responsabilités qui ne lui appartiennent pas ultimement.
cette conscience de n'être qu'un serviteur temporaire préserve de l'orgueil et de l'arbitraire. Pour Chesterton, retrouver cette conception de l'autorité est la clé de la renaissance sociale. Tant que nous opposerons stérilement autorité et égalité, nous oscillerons entre anarchie et tyrannie. Seule l'autorité de service peut réconcilier ces apparents contraires en les orientant vers leur fin commune, la dignité humaine intégrale. Avec sa sagesse caractéristique, Chesterton nous montre maintenant comment incarner cette vision dans notre vie quotidienne. La réconciliation chestertonienne entre égalité et hiérarchie n'est pas qu'une théorie abstraite, elle transforme concrètement notre façon de vivre nos relations quotidiennes. Que vous soyez parent, professionnel, citoyen ou simplement être humain en relation avec d'autres, cette vision offre un guide pratique révolutionnaire. Dans la famille d'abord, lieu privilégié où s'apprend l'art de concilier autorité et égalité. Les parents exercent une autorité incontestable sur leurs enfants, mais cette autorité n'a de sens que si elle vise l'épanouissement de ces enfants comme personnes uniques. L'égalité fondamentale entre parents et enfants, ils ont la même dignité devant Dieu, coexistent harmonieusement avec une différence de rôle et de responsabilité. Concrètement, cela signifie que l'autorité parentale doit toujours expliquer ses raisons quand l'enfant est capable de les comprendre, reconnaître ses erreurs quand elles se trompent, et évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit. L'autorité qui refuse de se remettre en question n'est plus qu'une tyrannie domestique. Dans le monde professionnel ensuite, cette vision transforme les relations hiérarchiques. Un chef authentique reconnaît que ses employés ont la même dignité que lui, mais qu'ils occupent des positions différentes selon leurs compétences et responsabilités. Il exerce son autorité pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, non pour humilier ou exploiter. Cela implique une écoute réelle des collaborateurs, une reconnaissance de leurs contributions, une formation continue qui leur permet de progresser. L'autorité patronale légitime crée de la valeur pour tous, non seulement pour les actionnaires. Dans la vie sociale également, cette approche révolutionne notre rapport aux différences. Reconnaître l'égalité fondamentale de tous n'empêche pas d'honorer l'excellence là où elle se manifeste. On peut célébrer les talents exceptionnels tout en respectant ceux qui excellent dans l'ordinaire. Chesterton nous invite à redécouvrir l'art de la déférence mutuelle, respect du jeune envers l'expérience de l'âgé, mais aussi humilité de l'âgé devant l'enthousiasme du jeune, reconnaissance de l'autorité du savant dans son domaine, mais aussi rappel que cette autorité a des limites. Cette vision transforme aussi notre rapport à nos propres responsabilités. Quand nous exerçons une autorité, même modeste, nous devons nous rappeler qu'elle nous est confiée pour servir, non pour dominer. Quand nous sommes sous l'autorité d'autrui, nous pouvons l'accepter librement tout en gardant notre dignité intacte. L'égalité hiérarchique chestertonienne nous libère de deux tentations opposées, la rébellion systématique contre toute autorité et la soumission servile à tout pouvoir établi. Elle nous apprend à discerner entre autorité légitime et illégitime, à obéir intelligemment et à commander humblement. Cette approche révolutionne enfin notre engagement civique. Nous pouvons respecter les institutions légitimes tout en critiquant leurs défaillances, honorer les fonctions tout en jugeant ceux qui les exercent, défendre l'ordre social tout en luttant contre les injustices. Pour Chesterton, une société saine est une société où chacun connaît sa place non comme une prison, mais comme un poste de service. Où l'égalité fondamentale s'épanouit à travers la diversité des vocations. Où l'autorité grandit ceux qu'elle gouverne et où l'obéissance libre enrichit ceux qui l'exercent. Cette vision offre une alternative authentique aux faux choix de notre époque. Ni égalitarisme uniformisant ni élitisme méprisant, mais égalité hiérarchique au service de la dignité humaine intégrale. Mes amis, nous voici arrivés au terme d'un parcours qui a révélé l'une des intuitions les plus profondes de Gilbert Keith Chesterton, l'égalité authentique et la hiérarchie légitime ne s'opposent pas, elles se nourrissent mutuellement pour créer une société vraiment humaine. Vous avez découvert aujourd'hui que le plus grand défenseur de l'égalité de son époque était simultanément un ardent promoteur des hiérarchies naturelles. Cette apparente contradiction cache en réalité la clé d'une harmonie sociale que notre modernité a perdue en opposant stérilement ces deux principes complémentaires. L'égalité ontologique, cette dignité fondamentale que chaque être humain tient de sa création à l'image de Dieu, loin d'exclure les hiérarchies, les rend possibles et légitimes.
c'est précisément parce que tous les hommes ont la même valeur intrinsèque qu'ils peuvent occuper des positions différentes sans que cela constitue une injustice, pourvu que ces positions soient vraiment au service de l'épanouissement commun. Maintenant que vous avez saisi cette vérité révolutionnaire, il est temps de la mettre en pratique dans votre propre existence. Car cette sagesse chestertonienne n'a de valeur que si elle transforme concrètement vos relations et votre engagement dans le monde. Dans les prochaines 24 heures, examinez une relation où vous exercez une autorité, que ce soit comme parent, manager, enseignant ou simplement ami plus expérimenté. Posez-vous cette question cruciale, mon autorité sert-elle vraiment l'épanouissement de cette personne, ou sert-elle d'abord mon confort personnel? Identifiez un changement concret que vous pouvez apporter pour que votre autorité devienne plus authentiquement un service. Dans la semaine prochaine, repérez une situation où vous êtes sous l'autorité d'autrui et où vous ressentez de la révolte ou de la frustration. Appliquez la grille chestertonienne, cette autorité est-elle légitime dans son principe? Sert-elle réellement un bien commun? Si oui, comment pouvez-vous coopérer plus intelligemment tout en gardant votre dignité? Sinon, comment pouvez-vous résister constructivement? Dans le mois prochain, choisissez un domaine de votre vie sociale ou professionnelle où vous pouvez incarner cette vision de l'égalité hiérarchique. Peut-être en valorisant publiquement le travail de quelqu'un que la société méprise, peut-être en reconnaissant humblement l'expertise de quelqu'un dans un domaine que vous maîtrisez moins, peut-être en exerçant une responsabilité nouvelle avec un authentique esprit de service. Comme le disait Chesterton avec sa lucidité prophétique, l'égalité est sacrée parce que les hommes sont inégaux. C'est précisément parce que nous sommes si différents que nous avons besoin d'une vérité commune qui nous unisse. Imaginez un instant une société où cette sagesse serait véritablement incarnée. Une société où l'autorité authentique élèverait ceux qu'elle gouverne, où l'obéissance libre enrichirait ceux qui l'exercent, où la diversité des talents serait célébrée comme une richesse commune, où chacun connaîtrait sa place non comme une prison mais comme un poste de service dans la grande symphonie humaine. Cette société n'est pas une utopie lointaine. Elle commence avec vous, avec moi, avec chacun d'entre nous qui choisit de vivre selon cette vérité révolutionnaire. Chaque fois que nous exerçons l'autorité comme un service, chaque fois que nous obéissons avec intelligence et dignité, chaque fois que nous honorons à la fois l'égalité fondamentale et les différences légitimes, nous reconstruisons un peu de cette harmonie sociale que notre époque a perdue. Cette vision révèle pourquoi Chesterton défendait simultanément la hiérarchie et l'égalité, l'autorité et la liberté, la tradition et le progrès authentique. Elle explique son amour paradoxal pour les enfants, ces êtres qui incarnent parfaitement l'égalité dans la différence, égaux en dignité aux adultes, différents par leurs besoins et leurs capacités. Si cette révélation vous inspire et vous challenge, je vous invite à continuer ce voyage de découverte en vous abonnant à Le Prince des Paradoxes. Car nous n'avons fait qu'effleurer les trésors de sagesse que G.K. Chesterton nous a légués pour naviguer les contradictions de notre époque troublée. La prochaine fois, nous explorons comment cette vision de l'égalité hiérarchique éclaire la question de l'éducation des enfants et révèle pourquoi les petits sont souvent plus sages que les grands. Une perspective qui va transformer votre regard sur l'enfance et sur vous-même.